Alors, je vais essayer de vous parler, donc, sans image, malheureusement, de la structure de la Provence avec ce qu'on sait, ce qu'on pense et les problèmes, les vrais soucis. Alors, il faut dire que lorsque les géologues parlent de la structure d'une région, ils entendent bien entendu la façon dont les roches qui constituent cette région apparaissent comme ayant été déformées au cours de plusieurs phases éventuellement pour la révolution pendant des millions d'années, en tenant compte d'entrée du fait que lorsque les géologues parlent du temps, il s'agit en général de temps très long. Autrement dit, l'unité de temps des géologues, je vous le rappelle, c'est des millions d'années. Et en un million d'années, il peut se passer bien des choses si vous y réfléchissez, même aux vitesses que l'on considère comme usuelles à la surface de la Terre, par exemple l'ouverture des dorsales océaniques, le déplacement du continent, nous nous situons dans des échelles de mesure de quelques millimètres par an à 1 décimètre par an, pour les zones où ça marche relativement vite. Et si vous calculez sur 1 million d'années, vous apercevrez que ça fait du chemin. Et par conséquent, il faut tenir compte de cela lorsqu'on envisage l'étude de la structure de la région. Faut tout éteindre. Ça veut dire que personne ne parle, hein? Bon. Vas-y. Alors, ça marche? Non, ça marche pas, mais parle ça, moi c'est peut-être. C'est l'effet placebo. Non, mais Enlève-le. Enlève-le. Bon, on a tout abandonné, mais il faut le silence complet, ne parle pas, hein? On va essayer. Bravo. Du point de vue de la mise en place des roches, et donc de leur structuration, la Provence fait partie d'un ensemble d'une chaîne de montagnes, une énorme chaîne de montagnes qui est la chaîne alpine. Et elle fait partie d'une partie de cette chaîne qui est plus réduite, tout en ayant quand même de l'ordre de milliers de kilomètres de long, qui est la chaîne pyrénéo-provençale, qui fait partie donc du système alpin. Et cette chaîne s'étend par conséquent de l'Atlantique jusqu'à la région du Var, du fleuve Var. Et quand on dit chaîne de montagne, on peut se poser des questions à propos de la Provence occidentale, puisqu'en fait nous avons des collines plutôt que des montagnes, mais au sens des géologues, d'ailleurs aussi un petit peu des géographes, le mot chaîne implique la mise en place de montagnes à un moment donné, dans le temps, et puis ensuite l'érosion de cette chaîne, ça reste une chaîne quand même. Par exemple, le massif armoricain, qui est la région de France la plus basse, est une chaîne de montagnes au sens des géologues. Donc, cette chaîne pyrénéo-provençale a quand même des reliefs marqués, surtout dans les Pyrénées, bien entendu. Mais si vous regardez des photographies des Pyrénées, ou que vous allez vous balader dans les Pyrénées, à partir de la chaîne, vous apercevrez que par palier, vous êtes monté jusqu'à des altitudes importantes, jusqu'à des 2000 mètres, des 2500 mètres, et que vous avez l'impression d'être sur une plaine. Je pense par exemple à la haute vallée de la Tête, dans les Pyrénées-Orientales, dans laquelle on est dans les Pyrénées, on est dans une chaîne de montagne, on est haut, mais c'est vallonné, c'est relativement plat, etc. Pourquoi? Eh bien parce que dans cette chaîne de montagne, il y a eu des hauts et des bas, si l'on veut, et il y a eu des périodes dans lesquelles la chaîne a été érodée, et puis des périodes dans lesquelles elle a été remontée. Elle a été remontée relativement récemment. En ce qui concerne la partie la plus élevée des Pyrénées, par exemple, eh bien cela fait une dizaine de millions d'années, une quinzaine de millions d'années que la
chaîne a cessé de monter, peut-être même moins que ça. Il y a eu donc des effets de remontée récents à l'échelle géologique. Voilà pourquoi on arrive à avoir des formes de plateaux à des altitudes importantes. Alors ceci dit, en ce qui concerne cette échelle géologique-provençale, elle est constituée de terrains anciens, même pour les géologues, autrement dit de terrains antérieurs à 250 millions d'années, appartenant au primaire ou appartenant à ce qui était avant le primaire, à l'échelle des temps géologiques, des roches de 1 milliard d'années, par exemple, d'âge, qui se sont mises en place à ce que l'on appelle le précambrien avant le primaire. Donc, pour comprendre la chaîne pyrénéo-provençale, il n'est pas nécessaire de remonter si loin, il suffit de se placer à partir de ces 250 millions d'années qui sont le début de l'ère secondaire et de regarder comment se passent les choses à l'échelle de cette région. Eh bien, on a eu d'abord l'érosion de la chaîne précédente, qui était la chaîne hercynienne, pour rappel, et formation de dépôts fluviatiles, etc. Puis tout d'un coup, une mer est arrivée du nord-est, de là, diraient nos ancêtres, d'où venaient les invasions, c'est-à-dire d'Allemagne, et cette mer a très rapidement envahi une bonne partie de la France en faisant le tour du Massif central, en ignorant le Massif central, le Massif armoricain, donc une bonne partie de la France, mais en gagnant rapidement nos régions, la région alpine et la région pyrénéenne. Et pendant quelques 100 millions d'années, eh bien, c'est resté, cette mer est restée, il y a eu des hauts et des bas, là encore, dans le fond de cette mer, mais il y a eu des dépôts marins qui ont été permanents, en tout cas dans la plus grande partie de cette zone pyrénéo-provençale. Et puis, il y a eu, à un moment donné, au Crétacé moyen, c'est-à-dire vers moins 100 millions d'années, la mer s'est retirée de certaines parties de la Provence. Alors je vais quand même focaliser sur notre région dont je devais parler ce soir avec les images, c'est-à-dire la Provence occidentale, a connu des soulèvements qui ont entraîné la disparition de la mer de la totalité de la Provence occidentale. Et on a eu sur les reliefs qui s'étaient formés, comme le climat était un climat tropical humide, il s'est formé des bauxites. Les bauxites, le minerai d'aluminium, ce qui a permis de mettre en évidence l'aluminium, l'alumine qui est son oxyde, etc. Ce sont des formations d'altération qui se développent plus ou moins actuellement dans des régions tropicales humides. Il y a certains chercheurs qui pensent que les climats actuels ne sont plus assez agressifs à l'égard des roches pour former des bauxites. Bref, la bauxite, c'est ce qui reste quand tout est parti. Autrement dit, vous prenez une roche contenant de la silice, qui est le silicium, qui est le métal le plus répandu à la surface de la Terre, avant l'aluminium, contenant de l'aluminium, du fer, etc., toute une série d'éléments, il y a une dizaine d'éléments majeurs comme cela, et une bonne partie de ces éléments, le calcium, le magnésium, la silice, etc., sont lessivés dans des sols tropicaux, dans lesquels donc il y a une grande agressivité. Et ensuite, en ce qui concerne la Provence, ces bauxites primaires, qui sont donc des profils d'altération en place, comme on peut en voir dans certaines régions d'Afrique actuellement, même si elles ne sont plus très actives, ou dans des régions comme la Guyane, eh bien, ces bauxites en Provence ont été érodés. À un moment donné, au début du Crétacé supérieur, ce qui nous mène donc vers une centaine de millions d'années, et ont été redéposés, ce qui veut dire que ça avait de nouveau bougé. Autrement dit, la structuration de la région était en cours à ce moment-là. Et pourquoi? Eh bien parce que une mer qui séparait l'Afrique
le bloc africain au sud, du bloc euro-asiatique au nord, était en train de se refermer grâce à la remontée de l'Afrique vers le nord. Pourquoi? Parce que l'océan Atlantique voulait s'ouvrir. Alors, le mouvement d'ouverture de l'océan Atlantique, ça ressemble un petit peu à une fermeture éclair. Ça a commencé vers le sud, il y a eu un autre départ au nord et ça s'est rejoint. Mais au cours de ce mouvement, les continents américains et les autres, c'est-à-dire l'Europe et l'Afrique, se sont séparés, mais en même temps, l'Afrique a basculé, en quelque sorte, vers le nord-est et est remontée vers le nord en direction de l'Europe. Et c'est de là qu'a résulté la formation de la chaîne alpine en général, et en particulier donc de sa partie, la chaîne pyrénéo-provençale. Donc nous sommes au Crétacé moyen, les bauxites se sont formés, ont été érodés, se sont redéposés avec du sable qui venait d'un continent qui se trouvait à ce moment-là au sud, et la mer est revenue en Provence. La mer est revenue en Provence, mais c'était une mer qui arrivait de l'Atlantique et qui formait un bras de mer le long de ce qui est les Pyrénées actuelles et pénétrant vers la Provence, arrivant à Cassis, arrivant au Revest, dans le Var, donc dans le sud de notre région, et à partir de là, elle s'est étalée vers le nord, et en même temps, elle s'est étalée aussi vers le sud, mais ça c'est une affaire qu'il faut aller étudier en Sardaigne, pour des raisons dont je vous parlerai ensuite, et cette mer s'est étalée vers l'est, progressivement, au fur et à mesure des millions d'années, elle a formé ce golfe de Basse-Provence. À ceci près que lorsque vous regardez actuellement une carte actuelle géographique sur laquelle vous placez les couleurs de la géologie, vous aurez pu voir les images, eh bien, vous avez l'impression que c'est effectivement un golfe étroit qui arrive de l'Atlantique, qui longe le nord des Pyrénées, qui pénètre en Languedoc, puis en Provence. Mais tout à l'heure, je vous parlerai des mouvements qui sont arrivés après, et ces mouvements font que, alors que nous avons l'impression de quelque chose d'étroit, de quelques dizaines de kilomètres de largeur, en fait, c'était une bonne centaine de kilomètres de largeur qu'avait ce golfe de Basse-Provence. Il n'empêche que la mer, à ce moment-là, ne communiquait pas, cette mer-là ne communiquait pas avec la mer alpine. Il y avait des terres émergées dans la région du Vaucluse, etc., où se formaient des ocres, en particulier, d'autres roches d'altération tropicale, mais pas aussi poussées comme altération que les bauxites, sur une terre émergée, par conséquent que certains ont appelé l'isthme durancien. Seulement l'isthme, ça fait appel à une terre émergée, sorte d'un côté et de l'autre de l'autre. C'est une image fausse. Ensuite, on a parlé de bombement durancien. Bref, il y a des discussions, disons, entre les spécialistes. C'est pour ça que j'avais proposé dans le titre de ma conférence des points d'interrogation qui restent. Il en reste encore déjà à ce moment-là. Ce golfe de Basse-Provence, progressivement, va se combler sous les apports des alluvions. Il y a des dépôts de sable, il y a des dépôts de grès, par conséquent, quand ça se consolide. Comme on est en climat chaud, il y a la formation de l'équivalent des récifs actuels. Entre parenthèses, mon ami Jean-Pierre Omas, spécialiste des récifs, nie qu'on ait eu des récifs avant le Quaternaire, c'est-à-dire avant, il y a 2,6 millions d'années. Les récifs, c'est moderne pour les spécialistes des récifs. Mais il y avait quand même dans ces mers chaudes, à faible profondeur, des organismes qui construisaient quelque chose qui ressemble beaucoup au récif de corail actuel. C'était souvent des lamellibranches, des listes par exemple, et donc vous avez une alternance de phases de dépôts détritiques, autrement dit de sable qui arrivait du continent voisin, et de dépôts de ces calcaires avec une décantation, avec une mer calme à faible profondeur, etc. Tout ceci, au fur et à mesure qu'on
avance dans le Crétacé supérieur, va disparaître, la mer va reculer vers l'Atlantique, elle restera en permanence dans la région de Biarritz, où on a le passage du secondaire au tertiaire en continu dans les falaises de Biarritz. Et par contre, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des lacs s'installent, mais des lacs avec quelquefois des grandes profondeurs d'eau, 10-20 mètres d'eau, dans lesquels la matière organique s'accumule et nous a donné le lignite. Mais ça montre aussi que ces lacs, le fond de ces lacs s'est enfoncé au fur et à mesure que les dépôts s'y forment. Ce sont des dépôts calcaires, lacustres, donc dans des conditions calmes. Ce sont des dépôts de sable aussi, qui ont donné des grès ensuite par consolidation. Ce sont des dépôts de matière organique qui ont donné les lignites, qui étaient encore récemment exploités, comme vous le savez, dans le bassin de l'Arc, ce que les géologues appellent le bassin de l'Arc, autrement dit Gardanne, Fuveau, etc. Et effectivement, une partie de ces dépôts a reçu le nom de Fuvélia, Fuveau donnant son nom au Fuvélia, comme un petit peu antérieurement, on avait du Bégudien, par exemple, postérieurement, pardon, du Bégudien, et antérieurement du Valdonien. Valdonien, c'est Valdogne, à côté de la Bougalis, Fuvélien, c'est Fuveau, et tout ça, ce sont des étages pour les géologues, ça représente des âges, et ce sont des âges non officiels au niveau international parce que les étages officiels doivent être des étages marins, pour qu'on puisse faire des corrélations à longue distance. Un étage, c'est une unité de temps pour les géologues, au cours de laquelle se sont formés des dépôts, pour lesquels il y a eu des volcanismes, etc. Et ces étages ne peuvent être définis, je reviens là-dessus, j'insiste, que dans les niveaux marins. En conséquent, notre Valdonien, notre Fuvélien, notre Bégudien, notre Rognassien n'ont pas de valeur d'étage, simplement c'est commode, quand on se balade en Provence, de se servir de ces termes parce qu'on sait ce qu'ils recouvrent. Pendant ce Crétacé supérieur, vers la fin de ce Crétacé supérieur surtout, les mouvements vont reprendre dans la région, autrement dit, une structure est en train de se réamorcer. L'Afrique continue à pousser, par conséquent, ça bouge. Le vieux socle qui est dessous a tendance à des mouvements plutôt verticaux à ce moment-là, et il se forme des niveaux de brèches, des niveaux de conglomérats. Autrement dit, des dépôts dans lesquels vous avez des galets, dans lesquels vous avez des morceaux de roche qui n'ont pas eu le temps de rouler assez pour faire des galets. C'est la différence entre les houdingues, où on a des galets, et des brèches, où on a des morceaux. Et ces choses-là vont se transformer en roches, comme le sable s'était transformé en grès, comme les récifs s'étaient transformés en calcaire. Ces roches vont donner des roches, par exemple le marbre du Tolonais, qui est une très belle brèche, qui est à la limite du secondaire et du tertiaire. La brèche de Cadenot, qui elle est dans le secondaire franchement. Cadenot, c'est une vague nord de Marseille. Vous connaissez l'Assassin. Si vous descendez la pente de l'Assassin, sur les côtés, si vous avez le temps de voir, parce qu'avec les camions et tout ça, c'est un peu difficile, et vous remarquerez des roches rougeâtres avec des morceaux dedans. C'est la brèche des Cadenot, la célèbre brèche des Cadenot. Le affleurement que j'ai vu quand j'ai voulu faire des photos, c'était petit pont sur l'autoroute, sur le chemin de fer des Alpes, à Septembre, les wagons. Donc, avis aux amateurs, si vous devez faire des photos, parce que sur l'autoroute, il y a très beaux affleurements, mais on peut les regarder en passant, et on passe assez vite. Par contre, il faut s'arrêter pour photographier, et quand même. Bref, tout ça pour vous dire que la région bougeait, que l'on n'avait plus des grands lacs, on n'avait plus a fortiori la mer, mais on avait au contraire des reliefs. Et certains de ces reliefs devaient être très importants. En particulier au sud, où surtout il faut que vous oubliez la mer actuelle. Pour nous, la mer est au sud, mais au sud, à ce moment-là, c'était le continent qui fournissait du sable, qui fournissait des galets, etc. Un continent que l'on a appelé Pyrénéo-Corso-Sarde, et qui s'étendait au sud.
puisqu'il est arrivé ensuite des avatars. Mais ça, c'est un peu tôt pour en parler. Parce que lorsqu'on passe au tertiaire, vous savez, ce fameux saut secondaire tertiaire, la limite quartier, comme on dit les anglo-saxons, tertiary, cette limite quartier caractérisée, et spécialement dans notre région, où ces bras de bêtes s'élattaient librement sur le bord des lacs, des étangs, etc., par la disparition des dinosaures. Alors ça, c'est la première chose à oublier, parce que les dinosaures n'ont pas disparu. Je pense que c'est devenu maintenant assez populaire. Il y a 15 ans en arrière, non, parce que je dis 7 ans en arrière, ma petite fille, quand elle disait à sa maîtresse, Madame, les oiseaux, c'est des dinosaures. Elle se faisait prendre pour quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il disait, cette petite, elle dit n'importe quoi. Donc les oiseaux sont des dinosaures, maintenant on a tous les éléments pour penser. Donc les dinosaures n'ont pas disparu à la limite crétacé-tertiaire. Mais ce qui est vrai, c'est qu'une grande partie de la faune dinosaurienne, les plus grands, en particulier, les plus spectaculaires, ont disparu à ce moment-là. Et on en a les traces chez nous. C'est-à-dire que si vous allez au muséum d'Aix-en-Provence, vous pourrez voir, ils sont en train de reconstituer des bêtes, certaines gigantesques, ils ont trouvé les ossements dans les tranchées pour l'autoroute. Et chaque fois qu'on fait des travaux dans cette grande plaine qui est au pied de la Sainte-Victoire, dans le bassin de l'Arc, on trouve des restes de dinosauriens, on les étudie, on les récolte, etc. On trouve aussi beaucoup de ponts de ces dinosaures. Et c'est vrai que lorsqu'on passe au terrain du tertiaire, qui ressemble beaucoup à ce terrain de la faune secondaire, dans ce secteur-là, des dépôts d'argile, des dépôts lacustres, etc., on va trouver des œufs, par exemple, différents, qui sont des œufs d'oiseaux modernes. Comment dit, le dinosaure moderne, mais qui sont différents des œufs des grands dinosaures précédents. Donc, cette histoire lacustre, cette histoire des brèches qui ont montré que ça commençait à bouger, ça va atteindre son paroxysme à une période que l'on appelle le Barthomien. Bon, c'est un étage du tertiaire qui est vers la fin de la première partie, de la deuxième partie du tertiaire, de l'Éocène. Et à ce moment-là, il va y avoir certainement une poussée plus importante de la masse africaine, relayée côté pyrénéen par l'Ibérique, il ne faut pas oublier le bloc ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Et tout ça continue à pousser vers le nord, mais ça va sûrement atteindre un paroxysme parce que à ce moment-là, en Basse-Provence, se met en place une structure qui est la structure principale du point de vue de la chaîne de montagne pyrénéo-provençale. Et c'est vrai aussi pour les Pyrénées. Je vous ai dit les 3000 mètres des Pyrénées, ça c'est du récent, c'est quelque chose qui est arrivé après. Mais par contre, la mise en place de la chaîne avec sa partie centrale où il y a des roches très anciennes, sa partie nord qui correspond à la Provence, où se trouvent des roches plus récentes, du secondaire et du tertiaire, eh bien c'est à ce moment-là que ça s'est mis en place, même si ça a été rajeuni par la suite. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien dans le sud, le socle, comment dire, les terrains plus anciens que 250 millions d'années, qui sont des terrains indurés, souvent métamorphiques, autrement dit, qui ont subi des transformations. Mais avant les 250 millions d'années, c'est l'histoire d'une chaîne antérieure. Ces terrains qui sont durs, solides, etc., sous la poussée du bloc africain, vont se plier à écailles en grandes structures qui vont se pousser vers le nord. Et on peut voir ça dans le scissier. Par exemple, le cap scissier est constitué de phyllades, ce sont des roches, ce sont des schistes qui brillent à la lumière, qui contiennent des micas, qui sont donc des roches métamorphiques. Et ce socle du scissier, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit qu'en fait, il est poussé sur des terrains plus récents que lui et qui le recouvraient avant. C'est un petit peu compliqué, ça commence à être compliqué, mais c'est ça la structure de la Basse-Provence, c'est-à-dire une tectonique de socle, de l'écaillage vers le nord et
des endroits dans la partie sud où ce socle avait à passer sur sa propre couverture. Parce que les terrains qui datent de moins de 250 millions d'années, pour la chaîne pyréno-provençale, c'est ce que les géologues appellent la couverture du socle. Alors vous me direz, mais jusqu'où est-ce que ces mouvements de socle se sont fait sentir en France? Eh bien, sans aller jusque dans le bassin de Paris, où il y a 2 ou 3 ans, quelqu'un a publié les influences de la poussée sur le socle du bassin de Paris, de la poussée de l'Afrique, c'est un peu loin, mais par exemple, le mont Lozère, vous voyez, Ventoux, mont Lozère, vous avez une barrière est-ouest comme cela, qui est liée à des failles beaucoup plus anciennes d'ailleurs, très certainement. Et si vous allez dans la région du mont Lozère, par exemple visiter la mine du Blémard, dans la vallée supérieure du Lot, si vous avez la chance de pouvoir rentrer dans la mine, parce qu'actuellement elle est fermée, il n'y a plus beaucoup de mines en France, on y a trouvé le granit du mont Lozère, les schistes du mont Lozère, donc anciens, le socle, poussé sur une faille, c'est-à-dire une cassure avec des placements, c'est ça le sens du mot faille chez les géologues. Ce socle est sur des terrains de couverture, tiens, comme au Cap Sicier. Oui, mais au Cap Sicier, c'est fortement avancé, c'est une écaille de socle mince, etc. Tandis qu'au mont Lozère, c'est un gros morceau qui chevauche à 45 degrés la couverture du Jurassique. À cet endroit-là, c'est du Jurassique. Et ça a eu une influence d'ailleurs sur la minéralisation de la mine du Blémard, etc. En fait, c'est très clair. La partie sud du Massif central a été remobilisée. La partie nord de la province, certainement aussi, la région de Ventoux à ce moment-là. Et donc, tout notre socle sous Moquier, sous Marseille, sous Aix-en-Provence, etc., a bougé. Seulement la couverture, elle a subi des phénomènes différents de ceux du socle. Le socle s'est cassé, il a été poussé, il a formé des écailles à la limite, mais il n'a jamais été plastique, voilà, même dans les filades du Cap Sicier. Par contre, dans la couverture, au-dessus du socle, vous avez des terrains de la fin du primaire qui sont adhérents au socle, au mémoire, carbonifère, permien, vous voyez, les derniers terrains. Le début du secondaire, c'est encore des grès, ça n'a pas bougé beaucoup par rapport à ce qu'il y avait dessus. Par contre, dès qu'on passe les grès de Bonfaron, le pays où les ânes volent, je dis que les ânes volent, quand vous passez Bonfaron vers le nord, quand vous passez Velues vers le nord, vous avez sous vos pieds les grès du début du secondaire qui n'ont pas bronché par rapport au socle, qui ont bronché avec lui quand il a bougé, et au-dessus, les calcaires que vous voyez, les pierres calcaires que vous voyez, du Trias, donc du début du secondaire, sont dans tous les sens, presque incompréhensibles. Pour comprendre, il faut regarder, avoir des tranchées, pouvoir regarder, par exemple, la Valentine, dans les travaux de la sécurité civile, on a eu la chance d'avoir des coupes montrant ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait dans cette couverture ce qu'on appelle des niveaux de décollement. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, comment dire? Vous avez une baignoire solide, vous avez un pied qui est un solide, vous avez une savonnette entre les deux, mouillé. Voilà ce qui s'est passé, mais à une échelle bien entendu plus spectaculaire. Dans le Trias, nous avons 3 niveaux de décollement qui font les savonnettes, qui jouent les couches savon, les géologues emploient ce terme quand même, contenant du gypse. Le gypse, vous savez, c'est ce avec quoi on fait le plâtre. Ça prend l'eau, dans l'eau ça fond, ça met un certain temps, mais surtout ça devient plastique avec l'eau. Il y avait aussi du sel gemme. Alors lui, il fond carrément, mais avant de fondre, lui aussi, il sert à glisser. Et nous avions 3 couches dans le Trias comme ça, dans la partie moyenne du Trias, qui permettait le glissement de ce qu'il y avait au-dessus. Ce qui vous explique que dès que vous avez franchi le premier niveau de décollement, comme on dit, c'est-à-dire la première savonnette, vous avez les roches qui sont au-dessus, qui sont
sont un petit peu dans tous les sens à cause de ce décollement capillaire. Alors au-dessus de ce trias à 3 niveaux de décollement, donc dans le trias lui-même, cette première période du secondaire, on a des roches. Baladez-vous dans la région de Barjol, baladez-vous dans la région de Brignoles, vous n'arrivez pas à bien comprendre comment une couche qui est comme ça ici, verticale, est horizontale quelques centaines de mètres plus loin, renversée à l'endroit, à l'envers, etc. Bon, c'est parce qu'on est dans le trias et qu'entre les 3 niveaux de décollement, le dernier c'est le sommet du trias, et bien entre les 3 niveaux, ça a bougé. Un collègue comparait ça avec eux-mêmes. Moi, je pensais plutôt à roulement à billes. On cherche des images. Et en réalité, ça a été quelque chose de colossal à l'échelle de la région. Et ce qui était au-dessus, c'est-à-dire le Jurassique, le Crétacé, tous les terrains dont je vous ai décrit rapidement la mise en place tout à l'heure, ces terrains, ils ont glissé sur le socle vers le nord, pour l'essentiel. Pour l'essentiel, parce qu'il y a eu des mouvements en retour, parce que, à un moment donné, des terrains plus denses peuvent passer sous d'autres qui sont plus au nord, donc les autres ont l'air de venir par le sud, etc. Vous voyez qu'il y a des mouvements apparemment contradictoires. Et dans l'ensemble, depuis la côte, depuis la région au nord de Biarritz, depuis l'Atlantique, jusqu'à la région du Var, on a eu comme cela une couverture qui a glissé vers le nord dans son ensemble, et on peut définir dans les Pyrénées ce qu'on appelle le front nord-pyrénéen, où les terrains sont charriés, on a dit se sont déplacés sur des dizaines de kilomètres sur ce territoire, et dans le Languedoc, c'était moins visible parce qu'il y a beaucoup de dépôts récents par-dessus, et il y a eu des forages qu'on a retrouvés, enfin Saint-Chinian, ça se voit, à l'air libre, au pied de Montpellier, ça se voit, et ensuite, quand on vient en Basse-Provence, eh bien, on retrouve ces structures, on retrouve ces grands déplacements en direction du nord. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce golfe Rikiki de Basse-Provence, Crétacé supérieur, en réalité, il faut doubler sa largeur, au moins, un territoire qui fait actuellement 75 km entre la Durance et la côte. Eh bien, au niveau de la couverture, il faut admettre que c'était 150 km. Et à ce moment-là, comment vous allez le déplier? Vous prenez un point fixe au nord et puis vous tirez, puisque ces structures se sont déplacées les unes sur les autres, se recouvrant comme les piles d'un toit du sud vers le nord étant le moins déplacé. Quand vous tirez tout ça, vous arrivez dans une région largement au sud de la côte actuelle, 75 km au sud de la côte actuelle, pour les terrains du Jurassique, par exemple, qui sont abandonnés. Donc, quand vous avez fait ça par la pensée, vous vous retrouvez sur ce que l'on appelait le continent Corso-Sarre, continent Pyrénéo-Corso-Sarre. Et on retrouve des témoins des terrains de la Basse-Provence dans l'angle nord-ouest de la Sardaigne, dans la Nora. En Corse, ils ont été totalement détruits, l'équivalent de ceux de Basse-Provence, pas l'équivalent de ceux des Alpes, c'est autre chose. Mais en Corse, ils ont été totalement détruits, pas totalement, parce qu'on les retrouve sous forme de galets. Dans des conglomérats plus récents, en Corse, dans le sud de la Corse, on a retrouvé des terrains, par exemple, l'Urgonien, le célèbre calcaire urgonien d'Orgon, que l'on trouve aussi à Cassis, la pierre de Cassis, et on en a des galets dans la région de Porto Vecchio. Et on n'en retrouve pas du tout sur la Corse, ça a été complètement érodé par la Suisse. Là aussi, ça a été terriblement rajeuni. Alors, vous me direz, comment ces mouvements se sont-ils faits? Est-ce que ça a été en grande profondeur, comme dans l'intérieur des Alpes? Non. En Basse-Provence et dans le nord des Pyrénées, le Corbière, etc., la caractéristique, c'est que ça s'est passé à la surface du sol. On dit, hein? Sous haute mer. Non, il y a plus de mer, Paul. Il m'a pas suivi. Non, pas de mer. À la surface du sol, c'est-à-dire qu'il y avait, au moment où ça s'est fait, des mammifères, des oiseaux, des précurseurs des
que l'homme ne voit pas, qui circulait, il y avait de la végétation importante, et il y avait ces masses qui avançaient à la surface du sol, du sud vers le nord, comme ça. Et compte tenu de ce que je vous disais tout à l'heure, de la vitesse des mouvements tectoniques, des mouvements de mise en place des structures, vous auriez été là, vous auriez fait comme ces braves bêtes, c'est-à-dire que vous n'auriez rien senti. De temps en temps, si. De temps en temps, quand le mouvement est freiné, qu'il s'arrête, que ça accumule de l'énergie, quand ça part, c'est le tremblement de terre. À ce moment-là, on le ressent. Mais sinon, on ne le ressent pas. Donc la structure de cette chaîne de montagne a été élaborée à ce moment-là de cette façon, et c'est ça la structuration principale de la Basse-Provence. Mais on a mis longtemps à comprendre comment ça s'était passé. Il a fallu des forages du Bas-Languedoc, il a fallu des travaux multiples, il y a eu des allers et retours entre les diverses écoles, parce qu'à la fin du XIXe siècle, déjà début XXe, un grand précurseur qui s'appelle Marcel Bertrand, qui était un professeur de Paris, mais bon, la lumière avait quelquefois du nord, toujours au l'est, avait trouvé, il faut dire aussi, appuyé sur les travaux de géologue précédent, Fourmarier, dans les mines de Belgique, s'était aperçu qu'il y avait des terrains qui étaient passés par-dessus d'autres, qu'il y avait eu des charriages, qu'il y avait eu des mouvements comme cela, latéraux, et pas simplement des mouvements verticaux comme on pensait jusque-là. Marcel Bertrand est venu en Provence et il a trouvé, notamment dans la région de Bossé, la preuve qu'il y avait eu des grands mouvements de charriage. Il a parlé de la nappe de charriage, c'est comme ça qu'on appelle. Charriage, c'est un mouvement de chevauchement, mais important, quelques dizaines de kilomètres, comme ce que j'ai évoqué l'instant, vous voyez. Et Marcel Bertrand, qu'est-ce qu'il a fait au Bossé? Il a fait le tour de la colline du Vieux-Bossé. Il a constaté qu'il y avait des mines de lignite qui allaient chercher le Crétacé supérieur dans un terrain relativement récent, sous la colline du Vieux-Bossé, qui était constituée de terrain du Trias, donc du début du secondaire. Et comme on pouvait faire tout le tour, et qu'il a vu que de tous côtés le Crétacé supérieur passait dessous, il a dit, mais ça flotte. C'est charrier, c'est le nappe de Bandol, comme nous l'appelons maintenant, un nappe de charrière de Bandol. Alors en Basse-Provence, on en reconnaît trois structures comme cela, celle de Bandol avec la clique, comme on dit, autrement dit un morceau qui a été détaché par l'érosion par la suite du Vieux-Bossé. Ensuite, un front qui concerne la Sainte-Baume, l'Aurélien, l'Étoile et la partie sud de la Nerte, vous voyez, qu'un collègue parisien encore appelé front sud-provençal, alors qu'il y en a encore un petit peu sud, comme je vais vous dire. Bon, pourquoi pas, un front sud-provençal, en tout cas c'est l'ensemble, donc, je répète, Sainte-Baume, Charrier, Étoile, Aurélien. Et puis au nord du bassin de l'Arc, en particulier, au sud des Alpes, au nord du bassin de l'Arc, jusqu'à la région de Langue, on peut suivre un contact comme cela, très découpé, très affecté par les mouvements supérieurs, je vais vous dire deux mots. Et ce contact, je l'ai appelé front nord-provençal. Comme par hasard, il est exactement en face du front nord languedocien, lequel est relativement en face, avec un petit problème avec Corbière, du front nord-pyrénéen. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine unité, même si, bien entendu, dans une couverture qui se déplace comme cela, enfin, des terrains 1 km d'épaisseur, quand même, la pile sédimentaire qui se déplaçait à la surface du sol, avec des érosions, etc., vous comprenez que la continuité n'est pas aussi évidente que ça, n'est pas aussi claire. Elle est d'autant moins claire, cette continuité, que ça n'a pas cessé, les mouvements en Provence et dans les Pyrénées n'ont pas cessé. À ce moment-là, ça avait été figé comme ça, vers Victoria, parce que ça avait été érodé, il y aurait eu dessus des dépôts postérieurs, tranquilles. Voilà, on se verrait dans un bassin de Paris, un bassin d'Aquitaine, sans voir ce qu'il y a dessus. Seulement, il s'est produit qu'ensuite, au tertiaire, une période qu'on appelle l'Oligocène, vers les 30 millions d'années, et qui est une période clé très importante,
il y a eu une déchirure du continent ouest européen qui a failli s'ouvrir à l'océan. Les océans commencent par un rift, c'est-à-dire une vallée d'effondrement apparemment comme dans l'est de l'Afrique. Ça s'écarte, les bords s'écartent, progressivement ça se fend au milieu et il monte du magma, il y a du volcanisme, ça continue à s'écarter, ça passe à un océan, un fond océanique, quand tout va bien, tout va maximum. Déjà dans les Pyrénées, au Crétacé, on avait failli avoir ça, failli. Le résultat, c'est qu'il y a dans les Pyrénées toute une zone où on a des roches de grande profondeur et des roches dans lesquelles il y a eu du métamorphisme, comment dire, la température est montée, presque dans les conditions de la surface, ce qui veut dire que le volcanisme est en train de s'élaborer. Ça s'est ouvert dans le golfe de Gascogne, dans les Pyrénées, ça a failli s'ouvrir. La fermeture éclair, elle a commencé à marcher, et puis ça s'est refermé, et ensuite ça a été l'élaboration du Pyrénées. Mais là, à l'Oligocène, donc, il s'est formé une structure du nord de l'Europe au sud, c'est-à-dire la région méditerranéenne, dans laquelle sont implantés actuellement le fossé du Rhin, les fossés du Rhône, vous voyez, toute cette zone basse entre les zones hautes du Massif central et les Alpes, et on appelle ça Graben, parce que c'est donc une zone affaissée parce que ça s'écarte, au milieu ça s'effondre, les bords se relèvent, et la mer Morte, par exemple, actuellement, le jour de la mer Morte en Israël, Jordanie. Et donc, ce grand bain ouest européen a failli donner un océan, mais ça s'est arrêté tout bêtement à un moment donné, pour des raisons générales, c'est-à-dire le mouvement relatif des autres, des continents, des supercontinents autour. Il reste quand même le fossé d'Alsace, avec des milliers de mètres de sédiments en plus de la différence d'altitude entre les Vosges et la Forêt-Noire, 1400 mètres, chaque côté 1500, 1400, et la plaine d'Alsace qui est à 200 mètres, pourquoi ça fait bien 200 mètres, hein, donc ça fait déjà quelque chose, mais dessous, il y a tous les sédiments qui se sont déposés pendant que ça marchait, et après ça a marché. Donc c'est quand même important. Et ces fossés, on les retrouve en sondage sous le delta du Rhône, et dans ces fossés, il n'y a pas eu vraiment, sauf dans la partie nord, de mer qui a avancé, il y a eu des lacs, essentiellement, et des lacs dans lesquels se sont déposés, parce que ça a évaporé énormément sur une période sèche, chaude et sèche, et il s'est formé des dépôts de gypse, il y a eu beaucoup de quatrières autour de Marseille, etc. Là, et il s'est formé des dépôts de sel. Par exemple, à Manosque, un endroit tranquille comme Manosque, dans les collines du Coron de Manosque, vous avez un site qui est actuellement exploité pour stocker des hydrocarbures dans du sel gemme. Il y a par rapport jusqu'à 1 km d'épaisseur de sel dans cette fosse de Manosque qui fait partie de cette zone d'ouverture de l'Oligocène. Et c'est du sel uniquement de la lacustre. Donc c'était des lacs salés comme on en trouve dans l'Altipane, par exemple, d'Amérique du Sud, et dans certaines zones d'Afrique. Alors donc ces mouvements-là, ces mouvements de bascule, ils ont eu des effets dans notre région. On est au bout, en quelque sorte, de ces grabens ouest-européens. Le fossé de Marseille est un petit peu à part, il contient quand même par endroit plus de 1000 mètres d'épaisseur de cette Oligocène à cause de ces mouvements transitives. Et par conséquent, vous devinez que les structures qui existaient avant ont été affectées par des mouvements surtout verticaux. À ce moment-là, il y avait un petit peu latéral, mais que c'était essentiellement vertical, et que par conséquent, ça a contribué à rajeunir les reliefs de la chaîne pyrénéo-provençale qui étaient en train de disparaître par érosion. Alors, il y a eu cette période-là, et le couronnement, le bouquet de cette période-là pour notre région, notre première loge, le Cap Janien, Caril-Oroué, la plage du Roué spécialement. À un moment donné, à force de fonctionner ce fossé, il a détaché dans notre région le fleuve Corse-Sarde qui s'est mis à pivoter vers le sud-est
pour venir dans sa position nord-sud actuelle. Alors que la Sardaigne était devant le Languedoc, devant le Languedoc, que la Corse était devant la Provence et la région de Nice, eh bien, il y a eu un détachement. Mais avant que ce détachement se produise, c'est-à-dire quand il y avait les fossés qui fonctionnaient, il y avait des reliefs formidables en Corse et en Sardaigne. Par exemple, dans la région de Bandol, on a des galets d'un mètre cube de quartz, on a dit une roche qui est quand même dure, qui ont été roulés à partir des montagnes qui étaient au sud, à la place de la mer. Ce qui veut dire que nous avions des montagnes de 3000, 4000 mètres d'altitude à côté de ces zones d'affaissement, comme le bassin de Marseille par exemple. Et tout ça, il faut l'oublier à partir du moment où ça commence à s'ouvrir et la mer arrive du sud, cette fois, au Cap Janet et à la plage du Roux. Alors on le voit très bien, on peut le rouler, j'avais une photo super dans vous montrer, où on voit deux conglomérats l'un au-dessus de l'autre, c'est très net, très clair. Dessous, vous avez un conglomérat avec des galets de socle, de quartzite, etc., des roches qui viennent du sud. Et dessus, vous avez un conglomérat avec des calcaires locaux qui s'accumulent au moment où il y a ces mouvements, justement, d'ouverture, le début de l'ouverture. À partir de là, cette ouverture a eu un succès fou, puisque la mer a fait tout le tour des Alpes, elle a avancé jusque dans la région de Digne, elle a fait le tour de l'Antoulure, ou bien elle passe par-dessus, etc. Et elle a fait tout le tour des Alpes jusqu'en Hongrie, jusqu'en Roumanie. Il y avait non pas un océan, parce que le fond est un fond continental, mais une mer, parfois plus ou moins profonde. Chez nous, elle n'était pas très profonde en général, et cette mer a fait tout le tour des Alpes, parce que les Alpes, en bougeant, avaient fait plier le vieux socle de l'Europe. Le vieux socle européen a déployé, par conséquent, la mer a pu faire tout le tour des Alpes. Alors c'est là un élément du point de vue de la compréhension de la structure actuelle de la Provence qui est très important, c'est que nous avons en Basse-Provence des plateformes qui sont liées à l'avancée de cette mer, sur laquelle cette mer a déposé des sédiments, et ces plateformes, on les trouve à des altitudes très différentes. Alors d'abord, il faut dire qu'au cours de cette période, la mer avancée, qui est ce que l'on appelle le Miocène, qui se place après 1 million d'années, plutôt vers 17 à 10 millions d'années à peu près, donc récemment pour les géologues, d'accord, cette mer a plusieurs fois avancé, et puis il y a eu des mouvements, parce que l'Afrique continue à bouger derrière, ça continue, il est encore actif, et par conséquent, la mer a reflué, il y a eu des reliefs qui se sont formés, ils ont été érodés, la mer a réavancé, ça a rebougé, etc. Ça s'est produit 3-4 fois au cours de cet temps Miocène. Et si vous allez dans les Alpilles, si vous allez dans le Lubron, c'est évident. Par exemple, les Alpilles, vous avez aux Antiques, les terrains du Miocène inférieur, de cette période, du début de cette période, qui sont inclinés comme ça vers le nord, à 45 degrés. Donc le versant nord des Alpilles, c'est la plateforme de cette époque-là, du Miocène. Mais le sommet des Alpilles, la cône, on est monté avec la Guinéenne, dernière, la cône, c'est horizontal, il y a des galets dessus, et c'est l'avancée de la mer à une époque suivante du Miocène. Et par conséquent, là, on peut bien dater, ce qui n'est pas vrai partout, parce que par exemple, autour de Marseille, dans la région et dans la région d'Aix, nous avons encore des problèmes. C'est parmi les problèmes structuraux de la Provence dont je vous parlais, c'est-à-dire que nous avons des plateformes non datables précisément à l'intérieur du Miocène. Là, je vais vous donner l'exemple des Alpilles et du Petit Luberon. Caractéristique, on date bien le Burdigalière, on date bien la suite de la Miocène. Bon, autour d'Aix, c'est pas tout à fait pareil. Vous arrivez à Aix-en-Provence, vous êtes d'eau célèbre, etc. Vous êtes sur des argiles à huîtres, des sables, etc. du Miocène supérieur, donc presque la fin du Miocène.
Quand vous allez à limite est d'Aix, la route du Toulonnais, le départ de la route du Toulonnais, après avoir traversé la Corse, pour ceux qui connaissent le coin, vous avez la carrière du Marbre Noir qui domine la route. Et au-dessus, vous avez le plateau du Bibémus, célèbre, par des tableaux qui le représentent plus ou moins bien, qui va connaître du point de vue Cézanne. Plateau de Bibémus, vous avez 80 mètres plus haut qu'à Aix, les mêmes dépôts, de la même époque du Miocène. Donc, vous avez à cet endroit-là un morceau de ce que j'appelle la faille d'Aix en Provence, et qui, dans ma conception, va pratiquement de Briançon jusqu'au phare de Planier. Comme par hasard, c'est exactement à cet endroit-là que commence l'aventure Corse-Sarre. Moi, ça ne me paraît pas tout à fait du hasard, mais le long de cette grande faille de 300 km de long, qui date du primaire, qui a été réactivée à plusieurs époques de la secondaire, etc. Donc, la preuve d'une activité structurante qui a donné cette structure, qui a relevé le Marbre Noir, qui est jurassique, même jurassique inférieur, contre les dépôts miocènes de la ville d'Aix, et a relevé 80 mètres les dépôts miocènes de Bibémus. Vous cheminez sur le plateau de Bibémus, vous constaterez au passage, ce que j'avais illustré aussi, que la molasse, c'est-à-dire les dépôts sableux, coquillés du Miocène, repose à l'horizontale sur une surface perforée par des bestioles, vous savez, des lithophages, des dattes de mer. Donc, ça fait des trous dans la roche, et quand la mer avance, eh bien ces bêtes-là avancent avec, sur le fond. Donc, dessous, qu'est-ce que vous avez? Du Jurassique, des calcaires du Jurassique, vous les verrez autour du Mont, par exemple, en aval, dans la gorge, qui est en aval du barrage du Mont. On voit très bien les couches verticales du Jurassique, coupées par un plan horizontal, et dessus, le Miocène tranquille horizontal. 400 mètres d'altitude à peu près, 80 mètres plus haut qu'à Aix, et donc 400 mètres plus haut que le niveau de la mer actuelle. Mais, si vous montez à Saint-Victoire, vous constaterez qu'une partie de la haute chaîne, qu'on appelle le Val des Vespres, ce qui est le Galgadad, de monter d'un côté à Saint-Victoire, de redescendre de l'autre, et vous avez une partie de la haute chaîne qui est une surface horizontale. Alors là, on a moins de chance qu'à la Côme, c'est-à-dire aux Antilles, c'est moins frais, c'est plus haut, donc ça a été davantage érodé. On n'a pas de galets, on n'a pas de dépôt, disons, de cette période de Miocène. Mais par contre, on a des terres rouges, argileuses, que d'aucuns appellent argile de décalcification, alors que si vous décalcifiez un calcaire qui contient 98% de carbonate, c'est pas la même chose. Mais en fait, ce sont les restes des dépôts du Miocène. J'ai trouvé dedans, dans les années 60, quand je préparais ma thèse, des minéraux lourds provenant des Alpes internes. J'ai trouvé des minéraux d'origine marine, du sable gazeux, etc., qui montrent que la mer du Miocène est passée à la haute source. Alors la question suivante, c'est est-ce que c'est au même moment que s'est formée la plateforme de Bibémus vers 400 mètres et la plateforme de Val des Vespres vers 1000 mètres? Je pense actuellement que non, et qu'on est dans le cas des Alpilles au bout de Bron, c'est-à-dire qu'on a les restes de deux périodes d'avancée de la mer du Miocène. Et le gros problème, et c'est quand même une pierre d'achoppement importante pour les gens qui ont récemment réétudié la structure à Saint-Victoire, qui est fort compliqué, c'est que cette surface soit restée horizontale. Si elle est montée plusieurs fois, puisque si on admet qu'elle est plus vieille que celle qui est en bas, ça veut dire qu'elle est montée avant que celle en bas se fasse, c'est d'abord, elle est montée de 600 mètres dans un premier temps, ensuite elle est remontée de 400 mètres de plus quand l'autre est montée avec, et elle est restée horizontale. Ça c'est une colle pour l'instant, on essaiera de comprendre, mais ça fait partie des choses qui ne sont pas compréhensibles immédiatement. J'avais d'autres choses à vous montrer aussi. Bon, attendez, alors, après ça, après le Miocène, à la fin des temps Miocène, une aventure extraordinaire, la Méditerranée qui s'évapore. À la fin du Miocène, de 6 millions d'années, entre 6 et 7 millions d'années,
La zone de Gibraltar et la chaîne de montagne d'Épicoricaine a bloqué le passage de l'Atlantique. De l'autre côté, il n'y avait pas le canal de Suez, bien entendu. La Méditerranée s'est évaporée. Elle recevait des grands fleuves, mais pas assez pour compenser l'évaporation. Et il s'est formé des dépôts de sel, des dépôts de gypse, mais surtout des dépôts de sel, très importants qu'on retrouve par forage sur le fond de la Méditerranée actuelle. Et sur le fond d'ailleurs basaltique, en particulier entre la Corse et la Sardaigne et nous, puisque ça avait découvert, c'était l'ouverture de tout l'océan. Et par conséquent, cet abaissement du niveau de la mer, du point de vue des structures morphologiques, sinon tectoniques, c'est important, puisque c'est ça qui a fait creuser des canyons sur le continent. Le canyon de Mirabeau, la gorge de Mirabeau sur la Durance, vous avez le plateau de Bède, 400 mètres d'altitude, qui domine le pont de Mirabeau. 200 mètres plus bas, vous avez la Durance, et on sait par forage que le fond du canyon est encore 200 mètres plus bas. Donc, l'ensemble du canyon de Mirabeau s'est creusé à ce moment-là. Le canyon de Régalon, gorge de Régalon, je passe un exemple superbe, pédagogique, vous rentrez dedans et vous avez l'encoche d'érosion de l'autre côté, l'encoche d'érosion du battement des vagues de la mer qui est remontée après le creusement du canyon. En effet, il y a eu un effet de retour après, car la Méditerranée est montée, elle était plus haut probablement que son état actuel, et il y a eu une avancée de la mer dans ce canyon à l'intérieur, dans la Durance, dans le Rhône, la Durance par la Pau, d'ailleurs, pas par la basse Durance, etc. Donc, à ce moment-là, on peut dire que la structure morphologique et tectonique de la Provence était pratiquement terminée pour nous, à notre échelle. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé depuis, ce qui s'est passé, c'est 1909. Quand le monde de terre de l'Angastique, qui a détruit Rhogne, qui a détruit un certain nombre de villages, qui était un tremblement de terre important, le plus important en France, du point de vue historique. Il faut dire qu'on n'est pas très gâtés, on n'est pas les Japonais, enfin bon. En tout cas, il y a eu une cinquantaine de morts quand même, peu, bon. Et si vous visitez Rhogne et que vous montez dans le vieux quartier, comme on l'a fait il y a quelques temps, vous constatez que ça a été bien ruiné, bien démoli, etc. Bon. Eh bien, ce tremblement de terre, il est dû à l'action d'une faille, d'une grande cassure qui se trouve au sud du massif de la Trévaresse, qui porte ces villages, sur le bord duquel se trouvent ces villages. Et cette faille, nos collègues du Cérège ont pu, qui étudient spécialement la sismicité, ont pu en trouver les traces en faisant des tranchées. Il a fallu qu'ils en fassent, parce que bon, c'est pas si évident que ça. Il suffit de labourer. Quand le sol a bougé de 20 cm d'un côté par rapport à l'autre, c'est rien du tout. Il suffit d'un labour pour que ça disparaisse. Par contre, pour les gens qui étaient dessus, si ça s'est fait d'un coup, c'est la catastrophe. Donc, ils ont eu de la patience, ils ont fini par trouver, dans une tranchée, un système de cassure complexe, mais dont la dernière affecte le sol végétal. Ce qui veut dire que c'est probablement la trace du séisme de l'Ouest sur cette faille. Vous avez vu des photos d'Arménie, par exemple, avec des failles ouvertes de plusieurs mètres de différence, de hauteur, etc. Donc, c'est minime. C'est à l'échelle de notre simplicité régionale. Et ça veut dire que quand même, la structure de la Provence n'est pas complètement terminée. Et tant que l'Afrique aura ce caprice de vouloir continuer à monter vers le nord en bloc, et pas simplement en barque, eh bien, on peut penser que ça va continuer à arriver dans notre région. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez quelques photos à vous montrer. Je vous remercie. Vous avez une femme. Il y a des questions. Gibraltar sur l'océan. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que vous avez survolé la région de Gibraltar? Oui. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, j'ai été stupéfait. On constate qu'autour de Gibraltar, vous avez toute une série de collines, mais dans certaines, quand je dis collines, il y a quand même un Moulassem, c'est-à-dire le sommet de l'Espagne continentale, 3000 et quelques, qui fait partie de ces choses-là.
vous avez tout un récit de paléo-vallée, de paléo-passage, de passage ancien, de la mer, de l'Atlantique vers la Méditerranée. Et celui de Gibraltar, ce n'est pas du tout le plus spectaculaire. C'est-à-dire qu'il suffirait de remonter des fonds sous l'influence, toujours ce même rapprochement, ce même mouvement, pour que ça bloque. Alors est-ce que ça aboutirait avec les climats actuels au même résultat que le Messinien, puisque cette plage de Miocène s'appelle Messinien, c'est pas sûr. Il est possible que le débit du Danube, du Nil, du Rhône, etc., suffisent à compenser. Mais c'est peu probable, hein, parce que quand même l'Atlantique envoie pas mal d'eau dans la Méditerranée. Donc c'est pas impossible. Mais c'est une vision d'avenir. Je voudrais que vous ayez aussi que vous gardiez à l'esprit que ces choses-là, ça se fait lentement. Lentement. Sûrement, mais lentement. Sauf quand ça casse. Quand ça casse, à ce moment-là, il y a une feuille qui s'active d'un coup. Mais c'est sous l'effet de l'accumulation de tension. C'est pour ça qu'au Japon, quand ils ont passé quelques années sans tremblement de terre ou avec des trucs minimes, ils s'attendent à la catastrophe. Parce que une énergie s'accumule et ça craque un jour. Oui. À un moment, tu as parlé de rajeunissement par l'érosion, et je n'ai pas compris cette expression dessous, non? Oui. Pourquoi on parle de rajeunissement à ce moment-là? Rajeunissement des reliefs. D'accord. Rajeunissement des reliefs. C'est-à-dire que ça vous fait des arêtes vives, ça vous fait des falaises comme à Sainte-Victoire, ça vous fait des reliefs. Ah d'accord. Au lieu d'arrondir, ça provoque des arêtes plutôt. Oui, d'un côté ça comble, parce que l'érosion est complétée par la sédimentation au pied des massifs, bien sûr. D'un côté ça comble, par exemple, quand vous avez toutes ces structures de basse Provence qui sont évidentes. Bon, après d'avoir travaillé à l'est de la faille d'Aix-en-Provence, quand on est à l'ouest, ça s'enterre sous les alluvions de la région du Rhône, du Comté, du Comté, etc. Donc, les alluvions bloquent au contraire. Et en termes de vie, je te pose la question, parce que moi, j'ai une opinion. À l'époque où se sont formés les récifs coralliens tout au nord de la Ceuta, les terres où ces récifs se sont formés étaient à une latitude type Sénégal. Oui. C'est au Sénégal. Oui. Ça aussi, c'est important. Il y a eu une migration non seulement du continent, mais aussi des latitudes, de l'équateur, etc. Là, ça dépasse un petit peu les géologues, c'est plutôt les gens qui s'occupent des planètes, parce que c'est pas clair. Par contre, je corrige, dans la Ceuta, dans le Sud-Iran, pas de récifs. C'est des débris de récifs. Oui, c'est Les récifs étaient un peu plus au nord, et c'est des débris de récifs, alors qu'en même temps, les sédiments, les galets, etc. L'hypothèse, c'est une bonne question, tu vas comprendre que c'est pas la réponse. C'est plus compliqué parce que les basses gorges, on peut se poser la question, mais par contre, dès que tu es dans les grandes gorges, tu es dans une région où ça a bougé, même au quotidien ancien, certainement. La nappe de ligne, très probablement, fini de se mettre en place au quotidien ancien. Donc, comme ça montait, la rivière a taillé. Le karst a été taillé. On avait un gros tremblement de terre, est-ce qu'il y aurait des risques de tsunami ici? Ça, l'autre jour, nous avons eu une conférence à Cassis, on avait un petit colloque sur l'inventaire du patrimoine géologique que j'ai présenté, mais il y a un collègue du CEREJ, il travaille un petit peu, moi je vais être en charge des collègues, il travaille un petit peu pour ramasser des sites pour le labo, dans la crainte de ceci, de cela. Alors justement, il a parlé de tsunami, de risque de tsunami si la falaise du souverain s'effondrait, en montrant qu'elle s'était effondrée à plusieurs reprises, mais probablement la météo de temps, etc. Et avec son catastrophisme le plus marqué, il arrivait à un petit mètre, à 1,50 m sur la plage de Messie. Alors, pourquoi est-ce qu'il parle de tsunami? Et pourquoi tu reprends ce terme? Alors que quand on parlait de raz de marée, on était moins inquiet.
Parce que vous avez vu les images du Japon, la ville de Kamaishi ou la réserve géologique, j'y suis allé hein, pour une exposition, ensuite pour un musée sur la dalle aux ammonites de Digne. La ville de Kamaishi, quand j'ai vu ça à la télé, je ne croyais pas mes yeux. Hein. Le tsunami qui arrive, qui démolit tout et tout, pourtant les ports sont équipés hein, au Japon. C'est bien équipé. Sur le côte, c'est pas impossible que ça arrive, il y a quand même des volcans sous-marins. Il y en avait surtout lorsque ça s'est ouvert, lorsque la course à Sardaigne est arrivée. À Bonifacio, vous avez à la base des dépôts du Miocène des terrains volcaniques magnifiques, les cendres volcaniques, et pour l'instant, il n'y a pas d'ailleurs de tsunami. Par exemple, les changements de strato horaire a pu en provoquer un quand même. C'est différent. Et je pensais plutôt à un gros tremblement de terre. C'est pas les tremblements Les tremblements de la falaise. Ça a détruit la civilisation. Non, à tout à fait. J'avais un sous-sort là. Oui. Dans cette affaire, comment se situe le volcan de Beaulieu? Voilà, il y a quand même une image. Il y a le volcan de Beaulieu, où je viens de parler d'un volcanisme dans le sud de la Corse, à la base du Bénégalien, c'est-à-dire à la base du Miocène, avant que se déposent les blanches falaises de l'Écosse. Eh bien, un peu après, lié certainement au même mouvement d'ouverture, hein, comme lorsque vous avez une ouverture comme ça entre deux masses continentales, il y a le magma qui a tendance à monter. Et on pense que le volcan de Beaulieu, c'est un effet pas très tardif d'ailleurs, c'est dans le Bénégalien aussi, c'est bien daté. 17,5 millions d'années, le volcan de Beaulieu. Donc, je ressens 6 millions. Oui, Evenos, la même chose, 6 millions d'années sur la série aussi. Non, mais c'est juste antérieur à l'abaissement du niveau de la Méditerranée. Donc, je parle de tout à l'heure. Mais à Evenos, on ne sait pas pourquoi ça peut venir. Par contre, au Beaulieu, vous avez son correspondant dans le Luberon. Il y a un pointement volcanique à